Bienvenue sur Kinédi. Aujourd'hui, c'est avec Emmanuel que j'ai le plaisir d'échanger. Emmanuel était mon ancien prof à l'IFMK de l'Ancre où il enseigne la thérapie manuelle. Il est kinésithérapeute et ostéopathe et il nous parle de son parcours très riche et varié. D'abord, il nous explique comment il enseigne la thérapie manuelle auprès des étudiants afin de leur permettre d'avoir une vision complète et une approche pratique dans cette matière. Puis, il nous emmène à Roland-Garros, où il a accompagné des joueurs professionnels pendant plusieurs années. Il nous explique la différence entre la kiné du sport pro et la kiné du sport, ainsi que les pathologies et douleurs spécifiques liées au tennis de haut niveau. Enfin, il nous parle de l'Espagne, où il s'est récemment installé avec sa compagne pour monter son cabinet et proposer une offre spécifique à ses patients dans la lignée de ce qu'il proposait à Paris. Avec Emmanuel, on a parlé formation, thérapie manuelle, enseignement, kiné du sport pro et de son installation en Espagne. Allez, c'est parti, je vous laisse écouter mon échange avec Emmanuel. Salut Emmanuel, comment vas-tu ? Bonjour Gabriel, écoute, ça va très bien, je te remercie. Et toi ? Très bien, merci, je suis très contente de t'avoir sur le podcast. Alors pour la petite histoire, Emmanuel, c'était un de mes professeurs à l'Ancre, l'école Saint-Maurice Charenton-École, et il nous a enseigné la thérapie manuelle. Donc tu vas nous en parler un peu tout à l'heure. Ouais. Mais pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous parler de ton parcours ? Ouais, je m'appelle Emmanuel Bourdillon, j'ai 43 ans maintenant. Mon parcours, moi je savais pas trop quoi faire à la sortie du bac et j'ai fait une terminale S, je savais pas trop quoi faire à la sortie du bac et moi j'ai fait STAPS. Et après, j'ai fait un DEA de physiologique et biomécanique. Et du coup, voilà, j'ai été parti pour faire une thèse. J'étais dans le monde de la recherche. Et on va dire que ça me remplissait pas complètement. Et du coup, j'avais la chance d'avoir une équivalence de diplôme. Et donc, je suis rentré en kiné comme ça. Ce qui est un peu différent de ce que font les gens aujourd'hui, puisque les gens aujourd'hui, ils font le diplôme de kiné et après, ils rentrent en master recherche en général, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Donc moi, j'ai fait un peu l'inverse. Voilà. Et Tu es du coup, rentré en première année de kiné, c'est ça ? je suis rentré en première année de kiné, juste après mon DE, à l'époque ça s'appelait 2A, mais c'est un master recherche. Voilà. Okay. Et donc après, j'ai fini mon cursus de kiné et quelques années après, j'ai fait le cursus d'ostéopathe aussi, puisque je suis ostéopathe aussi. Voilà mon parcours. Et donc ostéopathe, tu l'as fait pendant que tu travaillais déjà en tant que kiné ? Ouais, je travaillais déjà en tant que kiné et voilà, comme pas mal de gens. Moi, j'ai commencé à travailler en libéral, à l'hôpital. J'ai travaillé d'abord à peu près 2 ans à l'hôpital parce que je me sentais pas à la sortie du diplôme d'être tout seul avec des patients et tout ça, ça me paraissait compliqué et voilà, donc j'ai bossé 2 ans à l'hôpital, ce qui m'a pas mal apporté. Et après, j'ai commencé à travailler en libéral. Et c'est pas du tout les mêmes pathologies qu'à l'hôpital, hein, et du coup, un manque d'outils, un besoin peut-être euh, de voir le patient un peu différemment, qui m'ont amené à faire les études d'ostéopathe. Voilà. Et dans ta pratique, tu peux dire que tu utilises environ 50% de techniques ostéopathiques et 50% de kiné. Comment est-ce que tu arrives un petit peu à trouver l'équilibre entre les deux ? Alors, quand j'étais en France, l'équilibre n'était pas toujours facile à trouver. Là, maintenant, on en parlera, mais je travaille à l'étranger. Donc maintenant, peut-être un peu plus facile. Je pense que j'ai une pratique qui est quand même plus ostéopathique que kinésithérapique, hein, on va dire. Et après, je pense que je faisais en France de la kiné et je me dépannais avec des techniques ostéopathiques, un peu comme ça. Mais c'est assez difficile parce que c'est quand même deux métiers différents. Oui. C'est quand même deux métiers différents. Après, les deux sont des traitements manuels du corps humain, mais ça reste deux métiers différents dans l'approche, dans la fréquence à laquelle tu vois les gens, etc. Donc, oui. C'est vrai que c'est un mélange qui est pas facile, à mettre en place. Donc, voilà. Oui. Et en France, donc, tu avais un cabinet libéral où tu travaillais avec plusieurs collègues ? Ouais, c'est ça. J'avais un cabinet sur Paris. On était plusieurs associés et j'avais aussi du coup une activité d'enseignant parce que j'aime beaucoup la pédagogie. Donc j'étais à l'école de Saint-Maurice, donc on s'est connus et donc je bossais aussi à la Fédération française de tennis là pendant une petite dizaine d'années
Ok, alors parlons un peu de l'enseignement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'enseigner déjà et quand est-ce que tu as commencé? Alors j'ai commencé assez tôt. J'ai commencé les premiers cours que j'ai donnés, c'était des cours d'anatomie aux étudiantes en maïeutique. Enfin, je dis Mhm. étudiantes, c'est étudiants, mais il y a surtout des femmes. Donc en école de sage-femme, parce que j'ai toujours la transmission et tout ça, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu et j'ai eu l'opportunité de le faire quand j'étais à l'hôpital. Donc je donnais tout un module sur l'anatomie, etc. euh, à l'université de Saint-Germain, Poissy-Saint-Germain-en-Laye, je ne sais plus Mhm. quel Paris c'est. Et voilà, j'ai fait ça pendant assez longtemps. Et après, du coup, j'ai eu l'opportunité de rentrer en école de kiné. Et voilà, ça s'est bien passé. J'ai proposé pas mal de choses. Ils m'ont fait plutôt confiance. L'équipe pédagogique m'a fait vachement confiance. Et du coup, c'est toujours un truc que j'aime bien faire. J'aime Et donc bien. c'est toi qui as proposé le programme, la matière, le programme et Ouais, en c'est fait, moi, je suis arrivé dans l'école. J'ai commencé à faire voilà, j'ai juste dit j'ai envie d'enseigner. Comme ils essayaient de recruter pas mal d'enseignants qui avaient des masters, voilà, du coup, mon profil les intéressait. Et du coup, je vais retrouver un peu ce que j'avais à l'époque, c'est-à-dire que je voyais les étudiants qui étaient en difficulté sur pas mal de trucs, notamment les pathologies du rachis et tout ça. Et donc, moi, ça m'a interpellé parce que c'était un peu ce qui nous arrivait aussi à mon époque. Et donc, du coup, j'ai proposé peut-être une autre manière de voir les choses. Et, euh, et donc, on l'a intégré petit à petit. J'ai proposé des cours. Et ils m'ont dit, ah bah tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et ils étaient très ouverts surtout. Et, euh, et du coup, voilà, on a mis en place tout un module après de ce qu'ils appellent aujourd'hui thérapie manuelle orthopédique. Voilà, j'aime pas trop cette appellation, mais c'est juste. pourquoi t'aimes pas trop cette appellation? Je sais pas, parce que thérapie manuelle, j'aime pas trop cette appellation. Mais bon, après, on l'appelle comme on veut. Pour moi, c'est de la technologie, quoi. Après, voilà, il n'y a pas besoin de faire des distinguos. Parce qu'après, comme si on mettait des hiérarchies sur les techniques, que c'est mieux ça que l'autre chose, mais c'est pas le cas, quoi. Donc voilà, c'était juste essayer d'avoir plus. C'est plus une autre approche qu'autre chose. Et après, voilà, moi, ce qui m'agaçait un peu dans le truc, c'est que voilà, on sort de kiné et après, tu dois le voir, il y a une jungle avec des milliers de formations différentes et les gens vont faire les formations et disent ah putain c'est incroyable, j'ai appris des trucs, c'est fou, pourquoi j'ai pas appris ça avant et tout, ça m'a sauvé la vie, maintenant je suis trop bien et tout ça et je me disais mais pourquoi du coup on mettrait pas ça directement dans les écoles de kiné quoi. Alors voilà, c'était un peu mon idée pour que les gens voilà, l'idée c'est que les gens en fait ils aient le maximum d'outils pour soigner les patients, quoi. Ouais. Voilà, Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi-même, hein, je me suis jetée dans les formations après le diplôme ouais, parce que je sais j'avais bien. ce besoin de rentrer dans quelque chose de concret, de pratique et qui m'a manqué pendant les études, qui sont quand même encore Ouais. très théoriques. Oui, c'est difficile aussi. Après, moi, c'est ce que je dis toujours aux étudiants, on ne peut pas vous transmettre l'expérience qu'on a, ça, c'est pas possible. Non, Ça, il faut faire des patients et tout, mais au moins qu'il y ait une base technologique un peu plus solide que ce qu'on fait. Et pour ça, il faut faire de la pratique. Et les étudiants en kiné, c'est des bons, enfin, ils sont aussi bons que les autres. Et si on leur apprend les choses dès la première année ou potentiellement après, ça devient vraiment intéressant. Et, moi, j'ai vu des gens sortir du diplôme qui étaient vachement bien, quoi. Enfin, à mon avis, et qui sont des super thérapeutes très vite. Alors après, bon, c'est bien, il y a plein de formations qui existent et qui sont super. Je ne remets pas ça en cause. Hein. Et après, on tombe voilà, on tombe sur des trucs. oui, et puis c'est vrai qu'il y a aussi des formations quand même très endoctrinantes. Alors pas toutes, hein, mais il y en a aussi. Voilà, c'est nous qui avons raison et les autres ont tort. Oui. Non, mais ça, c'est assez oui, c'est ça. En général, quand tu fais une formation, tu sors de la formation. Si le mec a été un peu charismatique, a été bon, tu t'es dit, bah, c'est bon, j'ai l'outil pour soigner tout. Et puis après, C'est tu ça, fais ça pendant 2, 3 semaines. Tu dis, mais en fait, c'est pas tant que ça. Et puis après, tu le mets un peu à ta sauce, quoi. c'est ça, C'est comme tout. Mais, exactement. ouais. Mais comme tu disais, c'est la pratique
qui va permettre de prendre un peu de la Oui, 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 distance. bien sûr, c'est la Ouais. pratique qui va permettre de prendre de la distance, exactement. Et après, bah, nous, comme on est une profession où il n'y a pas beaucoup, excuse-moi, je t'ai coupé, il n'y a pas beaucoup de certitudes, on va dire, du coup, c'est très vaste et du coup, bah, c'est difficile de s'y retrouver, à mon avis. C'est C'est assez vrai. difficile de s'y retrouver. Oui, oui. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et donc, la thérapie manuelle, que tu Ouais. enseignes, donc, tu te bases sur les techniques que tu as appris en école d'ostéopathie? Ouais, ouais, je me base. Alors, on va dire que je fais un mix entre ce que j'ai appris en école d'ostéopathie, ce que j'ai appris avec d'autres collègues, ce que j'ai vu dans des bouquins, ce que voilà, je fais un espèce de mix en essayant toujours d'avoir une approche bah, le plus logique possible pour les étudiants. Voilà. Et voilà, non mais ça se passe bien, hein. Enfin, je crois. Ça se passe bien. Après, on n'a pas assez de pratique. Donc, il faudrait plus de pratique, mais c'est difficile, quoi. Pour ça, il faut avoir des ressources humaines, il faut avoir des enseignants qui ont envie de faire ça. Et c'est très difficile de trouver des enseignants qui ont envie d'enseigner. Et, et il faut trouver des salles de libre. Enfin, voilà, c'est Toute une tout logistique. compris. Toute une Ouais. logistique pour une école de kiné. C'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Et donc, ouais, c'est des techniques que j'ai apprises. Voilà, après, il y a aussi bah, plein de techniques. Par exemple, toutes les techniques sur les tissus mous, c'est des techniques que je pratique. Alors, tu les vois pratiquer par des gens, après, tu le fais à ta sauce, et après, tu essaies de l'apprendre comme ça. Bah, tiens, tu te positionnes comme ça. Après, Mmh. voilà. OK. Et alors parlons un peu des barrières, ou plutôt, des barrières, de plus en plus floues entre l'ostéopathie, la thérapie manuelle et la kiné. Donc tu disais tout à l'heure que quand tu avais ton cabinet libéral à Paris, c'était un Ouais. peu parfois compliqué de séparer les 2. Comment est-ce Ouais. qu'un jeune kiné diplômé maintenant, qui fait de la thérapie manuelle et qui aimerait en faire de plus en plus, comment est-ce que on peut, le guider et lui dire, voilà, le conseiller en fait dans son exercice? Bah, c'est assez compliqué, effectivement, cette question. Il faudrait, dans l'idéal, avoir des créneaux complètement séparés. Mais après, en fait, ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est que bah, il y a des gens qui ont pris toutes les techniques qui se mettaient en ostéopathie, en école d'ostéopathie, et qui ont créé des instituts de thérapie manuelle en apprenant les techniques qui étaient en truc, mais par module, quoi. Et donc, en fait, bah, les gens se retrouvent à avoir fait. Moi, je connais plein de gens qui ne sont pas ostéopathes avec le titre d'ostéopathe, mais qui savent faire toutes les techniques qu'on fait en ostéopathie. Donc peut-être ils n'ont pas la philosophie ostéopathique, on va dire ça comme ça, mais globalement, après, c'est vrai que la frontière est un petit peu floue. Mais en règle générale, j'ai envie de dire que, parce que ton podcast est sur la kiné, j'ai envie de dire que le kinésithérapeute, il sait pas trop où se mettre, quoi. C'est-à-dire je pense il y a un vrai besoin de s'asseoir tous les gens qui sont un peu acteurs de ce métier, de s'asseoir autour d'une table et de définir qu'est-ce qui est du domaine de compétence et qu'est-ce qui n'est pas, quoi. Parce qu'on est sur est-ce que si on fait de la réhabilitation à l'effort, c'est un travail de kiné ou c'est un travail d'activité physique adaptée? Est-ce que si je fais des techniques de thérapie manuelle, c'est de l'ostéopathie ou de la chiropraxie ou est-ce que c'est de la kiné? Ouais, tu vois, c'est assez. On a vraiment un besoin là-dessus. Alors, quel conseil je pourrais donner à un jeune kiné? Je sais pas. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut essayer de faire le mieux pour le patient et puis après, peu importe un petit peu ce qui se passe, quoi. Voilà, j'ai un peu cette tendance-là, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Et, ouais, une demi-heure pour. Ouais, ouais, c'est ça. Une demi-heure pour ceux qui travaillent correctement. Et, euh, et non, et puis ça pose un autre problème aussi, c'est que enfin, il y a plein de gens qui sortent des études d'ostéopathie, qui sont donc que ostéopathes et qui n'ont pas la sécurité de la sécurité sociale. Et que du coup, en fait, bah, ils ont des gens à côté qui font les mêmes techniques qu'eux, et donc bah, du coup, ça les énerve, et c'est normal parce qu'eux, ils ont pas assez de travail. Et, du coup, c'est un entre-deux qui est, voilà, faudrait se pencher sur le sujet un peu de manière plus concrète à mon avis, parce que ça fait voilà, ça fait plein de problèmes, quoi. Mmh. Quand les choses sont pas claires, C'est ça, il faut clarifier les choses. ouais, je pense. Alors, parlons un peu de l'enseignement. Qu'est-ce que tu as vu Oui. évoluer, récemment dans l'enseignement en école de kiné et qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans les prochaines années?
Écoute, là, il y a quand même, comme la profession s'est universitarisée, donc il y a Mhm. quand même beaucoup de jeunes enseignants qui ont maintenant la culture de l'esprit critique, de la lecture d'articles, de tout ça, quoi. Il y a comme une scientifisation, je sais pas si le mot est très bien choisi, Mhm. des choses, qui me semble être quand même une bonne chose, même une très bonne chose. Et donc, on remet en cause vraiment les choses. Mais donc ça, je pense que c'est vraiment l'évolution qui commence à être là. Après, je me sens pas légitime pour parler de toutes les écoles de kiné. Je parle de ce que je connais, hein. Mhm. Mais il y a vraiment cette tendance-là, c'est-à-dire à avoir voilà, des jeunes enseignants qui ont une trentaine d'années, qui ont fait des masters ou des thèses et qui commencent à monter des projets de recherche. Voilà, ça se scientifise un peu. C'est comme voilà, ils essaient vraiment d'avoir une vision, euh, une vision qui est, on va dire, avec lecture d'articles. Enfin, tu l'as connu, hein, je pense qu'on Oui, vous a bien embêté avec ça. Lecture d'articles, oui, revue de oui. littérature. Ce qui, par exemple, à mon époque, moi, je savais faire ça parce que je sortais d'un master, mais par contre, c'était pas du tout enseigné en école de kiné. D'accord. Hmm. Ouais. Ça a évolué. Après, l'autre chose qui a évolué, c'est tout ce qui se passe maintenant. Ils font, comme la profession est quasiment tout le monde est en libéral, bah, je pense que il y a un vrai travail à faire sur les stages, parce que du coup, c'est très compliqué. Les gens vont moins en stage dans les centres de rééducation et tout ça. Ils font beaucoup de stages en libéral. Et, Et du coup, c'est un peu compliqué pour les tuteurs de stage, à mon avis, de savoir comment se placer par rapport à tout ça. Je ne sais pas si tu as déjà encadré des étudiants, mais c'est pas facile parce que du coup, je pense qu'il y a un manque de pratique à cause de ça, parce que c'est difficile de faire pratiquer un étudiant quand tu es en libéral. Et, et sinon, oui, bon, ben non, voilà, l'évolution dans l'enseignement. Voilà, je pense que quand même, ça a quand même vachement évolué ces dernières années par rapport à ce que moi j'ai connu. Et ça va plutôt dans le bon sens, à mon avis. Tous ces jeunes là, ils sont quand même hyper compétents et il faut faire attention de pas non plus oublier de faire enseigner des gens qui sont très praticiens. Tu vois, faut pas non plus tomber dans l'autre excès parce que l'expérience justement, bah, quelqu'un qui travaille dans un milieu, enfin qui fait que de la neuro depuis 20 ans et qui vient vous parler de neuro, c'est quand même vachement bien. Hein. Quelqu'un qui travaille qui fait que de la thérapie manuelle et qui vient vous parler de thérapie manuelle, il apporte quand même quelque chose qui est super. Donc il faut essayer de faire un mix entre ça. Oui, oui. Oui, oui, tu disais que il y en a beaucoup qui veulent travailler en libéral, beaucoup plus qu'en hôpital maintenant. Et donc, Ouais, bah c'était aussi pour ça que, enfin, c'est ce que je disais dans mon cours d'introduction, c'est que maintenant on est 80% de la mhm, profession travaille en libéral et, euh, et donc bah, voilà, du coup en libéral on a un certain type de patients. On va pas faire beaucoup d'hémiplégie, on va faire beaucoup de thérapie du rachis, etc. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il fallait moderniser un petit peu pour donner tout de suite des outils pour que les gens soient pas perdus quand ils arrivent ouais, devant tout à quelqu'un, fait. quoi, Mm. à la sortie du diplôme. Voilà, c'est un peu ça. Mais oui, effectivement, je pense que c'est des raisons plus que tout financières. Et c'est pour ça que les Oui. gens travaillent beaucoup en libéral, quoi. C'est pour ça que les gens travaillent beaucoup en libéral, parce que l'hôpital est payé assez mal, les centres de rééducation sans doute un peu mieux. Alors après, je sais pas, ça fait longtemps que je suis sorti un peu de tout ça, mais c'est vrai qu'à l'hôpital, on est quand même extrêmement mal payé. Alors ça peut aller dans certaines villes de France, après à Paris ou dans les grandes capitales de région, c'est quand même difficile. Alors, parlons un peu de ton expérience à Roland-Garros. Est-ce que tu peux nous expliquer un Ouais. peu ce que tu as fait Non, ben j'ai travaillé à la Fédération française de tennis, donc je travaillais au Centre national d'entraînement qui se trouve juste à Mhm, côté de Roland-Garros maintenant. Donc ça, c'est avec, on va dire, tous les Français et Françaises qui sont pris là-bas, qui ont le droit de s'entraîner là-bas. Je crois qu'il y a les 15 ou 20 meilleurs Français, plus les jeunes espoirs. Et donc après, bah, j'ai été kiné sur le tournoi. Et depuis que j'ai arrêté, du coup, je voyage aussi de temps en temps avec mhm. quelques joueurs professionnels en tant que kiné Donc ça, c'est privé. surtout Voilà. de la kiné du Donc bah, sport. voilà, ça c'est de la kiné du sport, mais alors après c'est encore plus particulier.
c'est ce que je vous disais aussi dans les cours, ça c'est de la kiné du sport pro, quoi. Donc c'est vraiment encore un peu différent, quoi. Tu fais partie de la team d'un joueur et tout ça, donc c'est encore un peu différent. Tu peux faire de la kiné du sport en cabinet, ça c'est le sport Mhm. professionnel, c'est le métier du mec. Euh, donc voilà. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans ce milieu-là. Bah voilà, ça te permet de voir des choses un peu différentes. Et alors, quand tu parles de kiné du sport pro, dans le monde du tennis, c'est quoi les Mhm. pathologies auxquelles tu étais le plus confronté quand tu bossais, avec les joueurs? Alors, dans le tennis, la pathologie qu'on retrouve beaucoup, c'est les douleurs d'épaule à cause du service. Mmh. Donc, il y a tout un travail qui a été fait, notamment la Fédération française de tennis, pour prévenir ça. Donc, il y a eu pas mal ça. Et après, ben, on va dire, quand tu es en compétition, il faut que le joueur puisse continuer à jouer la compétition. Donc, ben, des fois, il a des petites lésions musculaires, des fois, il a des petites douleurs à droite, à gauche. Donc, voilà, il faut pouvoir un petit peu voir tout ça. Après, on sert aussi en tant que kiné s'il y a une petite plaie, s'il y a des petits bandages à faire, des trucs comme ça, même des ongles qui vont pas, ben, on sert à tout ça. On Mmh. sert à tout ça aussi, donc il faut avoir un petit peu une trousse à outils un peu étendue, on va dire. Oui. Étendue un peu, on va dire. Et puis après, ben, il y a tout ce qui est récupération, etc. Puis bon, après, dans le sport professionnel, tu fais partie d'un staff aussi. Donc, Mmh. ben, voilà, il faut aussi être là, on va dire, il faut que ça se passe bien avec le joueur. Humainement aussi, c'est assez important, évidemment. Oui, oui. Et enfin, les joueurs professionnels, les sportifs de haut niveau, j'imagine qu'ils ont une bonne connaissance de leur corps, de leurs douleurs. Ouais. Est-ce que tu vois la différence entre, le soin que tu leur apportes, quand tu apportes à un professionnel, de haut niveau et quelqu'un qui fait, du tennis de temps en temps? Est-ce qu'ils ont plus d'attentes? Est-ce qu'ils ont plus de Alors demandes? oui, ils ont plus d'attentes, ça c'est sûr. Après, j'ai envie de dire que c'est aussi des corps qui sont peut-être un peu plus faciles à soigner parce que c'est des Ferrari entre guillemets. Euh, Mmh. Après, j'ai envie de dire que ça, de manière générale, je pense que et eux encore plus que les autres, c'est vachement important de toujours écouter le patient. Parce que le patient a souvent quand même l'intuition de ce qui va mal dans son corps, quoi. Et ça, je pense Mmh. que c'est vrai à peu près en général, qu'il faut vraiment beaucoup écouter les gens et ce qu'ils disent. J'ai mal là, j'ai l'impression que c'est ça. Et bah, souvent, le patient a quand même une partie de son diagnostic fait, quoi. Et donc, chez les sportifs de haut niveau, je pense que c'est encore plus le cas, puisqu'ils se connaissent très très bien. Ils savent presque quelle articulation leur fait mal, quoi. Oui. Donc oui, oui, mais après, est-ce que c'est évidemment un peu différent de ce qu'on retrouve dans un cabinet de kiné, mais ça reste les mêmes gestes, les mêmes techniques. Après, dans le sport de haut niveau, il y a une grosse partie de croyance aussi. Mmh. Bon, de toute façon, qui est souvent le cas, mais en gros, si dans cette discipline-là, on est habitué à faire tel type de technique, euh, si tu fais pas ce type de technique, en général, ça passe pas très bien. Donc c'est quoi les techniques, dont ils Du moins sont dans le tennis, hein, bah, ils aiment bien les techniques plutôt structurelles. Si tu commences à faire que du crânien ou que du fascia ou que tu fais des choses un peu comme ça, ils vont pas avoir l'impression que tu fais grand chose, quoi. Et pareil, d'accord. je dis pas qu'ils aiment bien avoir mal, mais il faut un peu rentrer dans les tissus en général. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ignorent leur douleur parce qu'ils ont des objectifs quand même assez hauts? Est-ce qu'ils sont Oui, oui. vraiment, il faut vraiment attendre le dernier moment pour qu'ils aient vraiment très mal avant de se plaindre, avant de se faire soigner? Non, 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 ça pas vraiment. Par contre, il faut savoir que dans le sport professionnel, alors, encore une fois, je parle de ce que je connais, beaucoup de gens jouent quasiment tout le temps avec une douleur Oui. quelque part, quoi. C'est-à-dire, je sais pas exactement quels sont les chiffres, mais allez, plus de la moitié des joueurs jouent sous anti-inflammatoire, quoi. Faut être, pour, parce que sinon, bah, moi, ce que je dis souvent, c'est que le sport de niveau en soi, c'est une pathologie. Faire du sport, c'est bien. Faire du sport de haut niveau, c'est-à-dire qu'on en fait trop, quoi. Et donc, quelque part, c'est une pathologie en soi, mais c'est ton métier. Donc, c'est tout ce qui est un petit peu paradoxal par rapport à tout ça, quoi. Donc, toi, t'es kiné, t'essaies que le mec joue, mais en même temps, c'est pas bon pour sa santé, tu le sais. Donc, Mmh. voilà, c'est un équilibre à trouver entre le sportif, les thérapeutes de santé, etc.
que lui, ce qu'il veut, c'est jouer parce que c'est son métier, il gagne des sous et voilà, c'est sa passion, son métier, enfin, on appelle ça comme ça. Voilà, l'idée c'est d'arriver au match et le kiné, le thérapeute, l'ostéo, il va soigner le petit bobo pour lui permettre de faire le match, quoi. C'est ça. Mais des fois, en termes de santé, c'est pas ce qui serait le mieux pour lui, c'est Oui. ça que je veux dire. Des fois, arrête, les lésions musculaires, joue pas, quoi. Ben si, tu joues parce que c'est le troisième tour d'un tournoi et du coup, il faut le faire, et etc. quoi. Donc, non, c'est une dynamique. Non, mais c'est bien. Après, en tant que, en tant que thérapeute, c'est pas toujours facile à vivre. Parce que des fois, tu fais des trucs qui sont peut-être enfin, que t'as pas que tu n'aurais pas fait avec quelqu'un dans un cabinet. Oui. Voilà. Faut être prêt à faire ça. Alors, est-ce que tu as fait des formations spécifiques? Alors non, moi j'ai pas fait les formations type kiné-sport, kiné du sport, etc. Moi j'ai mon diplôme d'ostéopathe, mon diplôme de kiné, mais j'ai pas fait une formation ni le diplôme universitaire de l'INSEP. Moi j'ai pas fait ça. Non, non. Je suis arrivé à un moment à la Fédé où ils changeaient un peu l'équipe. J'ai eu la chance de pouvoir passer un entretien, ça s'est bien passé et je suis rentré comme ça. Après, je pense que ces instituts de formation, sur ce que j'en connais, c'est plutôt bien, quoi. C'est plutôt bien ce qu'ils font. Alors après, voilà, je connais des gens qui sont formateurs là-dedans et tout ça, parce que tous les gens qui bossent un peu dans le milieu du sport se connaissent, quoi. Mais, euh, mais non, je pense que c'est des trucs de bonne qualité. Après, c'est comme tout, il y a du bon et du moins bon. Mais donc moi personnellement, j'ai pas fait ça. Faut savoir que c'est ce que je disais quand je faisais un peu les cours, que les formations et tout, c'est un plus pour toi. Après, c'est pas ça qui va faire que tu vas pouvoir rentrer dans ces structures-là. Dans ces structures-là, faut un peu de réseau, ça marche comme ça, et puis il faut être là au bon moment, au bon endroit, quoi. C'est ça. C'est un peu comme ça. J'aimerais bien dire que je suis rentré parce que j'étais le meilleur et du coup ils m'ont pris, mais c'est parce que j'étais là au bon moment, au bon endroit. Voilà. Je vais pas dire le contraire. Faut être un peu honnête avec soi-même dans la vie. J'ai vu que tu avais fait la formation Niromaté. Est-ce que tu t'en Oui, sers? absolument. Oui, je m'en sers. Écoute, c'est super intéressant. C'est une formation qui est assez intéressante. Alors, de là à dire que je fais beaucoup de patients en niromaté, non, parce que voilà. Après, la formation était très très intéressante, notamment dans l'approche qu'ils ont, notamment sur le bilan. Il y a des choses vraiment qui sont, je pense, novatrices. Après, je pense que je l'ai pas assez pratiqué. Je suis pas sorti de là et j'ai fait que du niromaté, que du niromaté, que du niromaté. Ce qui fait que je l'ai dans ma boîte à outils, mais je l'utilise pas de manière vraiment très très intensive. Mais oui, oui, c'est une formation qui est intéressante, que je conseille, qui est vraiment une approche différente. Ça redonne vachement d'importance à la peau comme organe extrêmement important, notamment. Et par rapport au spasme musculaire qu'il peut y avoir en dessous, par rapport à plein de choses. Et c'est en plus une technique qui n'est pas du tout invasive. Et je conseille de le faire à fond, on pourrait en discuter longtemps, mais Oui. il y a d'ailleurs un excellent podcast sur le sujet. Je ne sais plus trop comment s'appelle le podcast, le cabinet d'ostéopathie, je crois que ça s'appelle. Et il y a un des formateurs il parle 1 heure et demie de ça, vachement bien. Ça donne. Il paraît que ça marche pas mal pour les douleurs très aiguës, quand les gens sont très algiques. Oui, ça marche pour les douleurs très aiguës, et moi ça m'a dépanné plein de fois sur des trucs où je m'en sortais pas, des épaules, des capsulites, des trucs un peu. Et tu as des résultats parfois spectaculaires. Et bon, parfois non. Alors après, est-ce que c'est parce que la technique est pas bien faite ou parce que le manque d'habitude? Mais non, non, c'est vraiment intéressant. Et je te dis vraiment, dans le bilan de la douleur, notamment, il y a des choses qui sont vraiment super, super intéressantes. C'est fait par un médecin à la base, il faut le savoir. Et, et plusieurs kinés donc, qui sont formateurs. Et c'est une formation intéressante en tout cas. Okay. C'est une formation intéressante. Alors parlons un peu de ton installation en Espagne. Oui. Alors raconte un peu comment ça s'est passé et la création de ton cabinet avec ta femme dans le sud de l'Espagne. Ouais.
Bon, ma femme est du sud de l'Espagne, hein, donc je ne vais pas raconter ma vie personnelle, et, euh, et du coup, on va dire que j'en ai eu un peu marre de la vie que je menais à Paris, même si bah, je vivais bien, hein, quand on est kiné, on vit bien, mais on va dire qu'on travaille énormément, énormément. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point être dans un cabinet de 8 heures à 8 heures tous les jours, à enchaîner les patients toutes les demi-heures, c'est euh, c'est- c'est- c'est très très pesant physiquement et psychologiquement, même si c'est extrêmement valorisant pour plein d'autres choses. Et voilà, moi j'arrivais à un moment de la vie, c'est peut-être une petite crise de la quarantaine, je ne sais pas, où j'avais envie de changer. Et du coup, on allait s'installer dans un endroit que vous connaissez, puisque ma femme est originaire de là-bas. Mhm. Et on s'est installé du coup en Espagne, on a monté une structure là-bas. Et il faut savoir que là-bas, on n'est pas, donc la kinésithérapie n'est pas du tout remboursée par la sécurité sociale. On peut éventuellement travailler avec des mutuelles privées, mais c'est très très peu rémunérateur. Oui. Donc, donc c'est complètement privé. Ce qui nous a fait nous remettre énormément en question professionnellement d'ailleurs, parce que bah, du coup, les gens ils viennent, si tu leur dis qu'il faut faire 4 séances, bah, c'est 4 séances qu'ils vont payer de leur poche. Mhm. Et donc, bah, entre guillemets, faut réussir à avoir des résultats rapides et le mieux possible. Donc, c'était vachement bien, mais c'est vachement bien parce qu'on est reparti de zéro. Du coup, même pour les bilans qu'on fait, on a créé une fiche de bilan personnalisée qu'on s'est faite nous-mêmes par rapport à tout ça. On a réfléchi au temps qu'on avait besoin pour une séance. On a réfléchi à plein de trucs comme ça auxquels on pense pas. Parce que c'est vrai qu'en France, alors c'est super la sécurité sociale et tout, même si je vois plein de gens qui s'en plaignent, ça permet quand même que tous les kinés de France travaillent, quoi. Le chômage n'existe pas et les gens passent plus de temps à essayer de choisir où ils vont travailler que à trouver du travail, quoi. Oui. C'est vraiment un truc. Eh oui. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'était vraiment incroyable. Et donc, ça donne une sécurité. Je pense que les gens ne se rendent pas compte dans quel confort ils sont en France par rapport à tout ça. Oui. Et alors là, comment vous Et, organisez? Vous avez un cabinet, vous avez 2 salles alors, de soins? on a un cabinet, j'ai une salle de soins. Donc nous, on s'est organisé. Nous, ce qu'on aime bien, c'est on aime faire du travail manuel. Donc on fait du travail que manuel. On n'a pas du tout de machine, Mhm. ce qui est un peu ce que je te disais en off. C'est un peu différent de l'offre ici, puisque en Espagne, ils adorent la physio. Donc ils ont plein de machines, des técards, ils plantent des aiguilles avec de l'électricité là, et puis ils font plein de trucs comme ça. Et donc nous, on est thérapeute complètement manuel, 100% manuel. On fait des séances de 3/4 d'heure, voire d'une heure. Et voilà, donc on fait de la réduc, on fait de l'ostéo, on fait un peu de tout. Donc on essaie d'avoir l'approche le plus globale possible, évidemment. Et voilà, des fois, il y a aussi des prothèses de genoux, il y a des ligamentoplasties, il y a tout ce que tu veux. Mais il y a aussi, voilà, je dirais qu'une bonne partie, c'est quand même des pathologies ostéopathiques, entre guillemets. Oui. Tu dirais que tu fais plus de l'ostéo que de la kiné? Ouais, quand même, je pense. Oui. Dans l'ensemble, un peu plus, ouais. Dans l'ensemble, un peu plus. OK. Je pense que oui. Donc, on a plus le temps, il faut avoir plus de résultats parce qu'après, bah, si ça marche bien, le bouche à oreille marche. Moi, j'ai choisi de ne pas trop faire de publicité parce que, ouais, comme on en parlait aussi en off, il y a des gens ici qui font pas mal de pubs. Moi, j'ai choisi de ne pas en faire du tout et que ça vienne peut-être un peu plus petit à petit, mais bon, voilà, non, là, ça commence à fonctionner pas mal. Donc, c'est bien, je suis content. C'est super. Et vous avez mis Ouais, ouais, combien de temps avant d'avoir une patientèle solide? je dirais que assez vite, on est rentré dans nos frais. OK. On est assez vite rentré dans nos frais. Après, il a fallu, pour avoir quelque chose qui tourne un peu plus, voilà, qu'on soit un peu plus connu, voilà, je dirais qu'il faut 2-3 ans quand même, hein, pour que Oui. mais on est vite rentré dans nos frais, par contre. On est vite rentré dans nos frais. Ça, on a vite pas perdu d'argent. Et puis, j'avais, dans un autre podcast, j'avais interviewé Sarah qui avait aussi créé son cabinet à Ravea, donc un peu plus au nord de là où vous êtes. Et elle avait aussi, un peu comme vous, une espèce d'offre spécifique par rapport aux autres cabinets. Elle faisait que du périnée, de la rééducation du périnée. Et donc vous proposez que de la thérapie manuelle.
Et Ouais, du absolument. coup, j'imagine que c'est intéressant quand tu t'installes dans un endroit où il y a des cabinets qui font tous plus ou moins la même chose, de proposer quelque chose de, voilà, Oui, de oui, bien sûr, spécifique. bien sûr, Mm. bien sûr. Non, non, c'est sûr, ça c'est. Bon, après, nous, c'est aussi la manière qu'on avait de travailler à Paris. Euh, et puis voilà, donc, voilà, le fait est que, voilà, moi j'avais 40 ans, ma femme avait 37. On arrivait, on avait un peu de bouteille aussi, donc on a un peu confiance en ce qu'on fait à cet âge-là, donc c'est plus facile aussi. Quand tu es plus jeune, je pense que c'est plus dur de s'installer comme ça dans un autre pays avec. Voilà, mais bon, c'est pas facile, mais c'est bien de se remettre en question et c'est surtout, je pense que ça manque un peu de pouvoir voir d'autres manières dans notre métier. Il n'y a pas trop d'Erasmus, il n'y a pas trop de trucs comme ça, même si ça commence un peu à se développer. Oui. C'est dommage parce qu'on aurait plein de choses à apprendre. Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé avec des kinés australiens, argentins, hollandais, allemands, et j'en passe. Espagnol aussi, évidemment. Et du coup, bah, c'est quand même super de voir un peu comment les autres travaillent, quoi. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on ne le fait pas trop, peut-être pas assez en kiné, à mon avis. Oui. Voilà. Et oui, c'est vrai, l'Erasmus, ça pourrait être sympa L'Erasmus, ouais, 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 tout à fait. ouais, Bah ouais, ce serait d'avoir cette super, ouais, option-là, ouais. c'est ça. Mm. Mhm. Et alors, par rapport, le rapport aux soins en Espagne, comme les patients, ils viennent, ils paient de leur poche, est-ce que tu as noté une différence par rapport à la France? Mhm. Est-ce qu'ils sont plus, ils veulent plus se responsabiliser tout de suite dans leur éducation? Ils sont plus impliqués? Ouais, je dirais que oui. Disons qu'on n'a pas ces patients qu'on a tous en France où, ben, en gros, ils viennent toute l'année 2 fois par semaine avec des ordonnances qui se represcrivent. Mmh. On a tous eu ce genre de patients. Et là, c'est vraiment plutôt ponctuel, quoi. Oui. J'ai un problème, je viens, je veux le résoudre. Et effectivement, si tu donnes des exercices à faire et des trucs et des machins, pareil. Ça, on l'a pas mal développé aussi. On a fait pas mal de fiches qu'on donne aux patients, etc. Que ça, on prend pas le temps de le faire en France, mais je pense que c'est quelque chose qui fonctionne pas mal aussi. Mmh. Des fiches avec Et, des exercices, ouais. ouais, ouais, on fait des trucs, mais du coup, voilà, quand on repart un peu de zéro, on essaie de faire des choses qu'on faisait pas parce qu'on n'avait plus le temps. Après, tu sais, t'es pris dans la tornade. Tu as des patients qui arrivent, et tu sais plus quoi faire. Ouais. Et, et, et donc c'est très agréable. Et non, je suis vraiment content. J'ai une qualité professionnellement en tout cas, puisque ton podcast parle de kiné, j'ai une qualité, je pense, supérieure à ce que j'avais. J'ai plus de temps euh, pour travailler avec les gens Mmh. et, et c'est très agréable. C'est très agréable. Oui, tu gardes environ, c'est 45 minutes, 1 heure chaque Ouais, séance? c'est ça. Je garde Mmh. 45 minutes, ouais, 45 minutes les gens. J'ai le temps de bien travailler avec eux, de faire ce qu'il faut. Bah, alors, comme toujours, hein, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ouais. Et, et voilà. Et puis du coup, le rythme est plus calme que ce que j'ai pu vivre, en France. Oui. Et donc voilà, Et le donc, coût de la la qualité vie de vie est assez et bonne. le coût de la vie est Et quand le même coût de la beaucoup vie moins est cher moins qu'à cher Paris, aussi. oui. Oui, ça c'est pas très dur. Donc ça revient à peu Et près au donc, même, j'imagine. ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis donc, euh, la qualité de vie générale est quand même très agréable. J'ai de la chance, Ouais, comme souvent. ouais, il fait beau Comme souvent. toute l'année. Ça, il fait beau. Alors ça faut aimer, oui, il fait beau. Il fait beau, il y a la mer, mais bon, c'est bon. Chacun ses goûts par rapport à tout ça. Exactement. J'ai une dernière question. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans le métier de kiné? En Euh, France et pas que d'ailleurs. Dans le métier de kiné, qu'est-ce que j'aimerais voir évoluer? Écoute, je Mmh. pense que ça évolue dans le bon sens. Ce que je disais, il y a plein de jeunes là, qui ont un petit peu cette approche peut-être plus recherche qui me semble intéressante. Et non, moi je milite pour que, voilà, que la partie manuelle soit vraiment développée au maximum et, et, et qu'on soit vraiment, qu'on finisse par apparaître comme des spécialistes de l'examen clinique manuel et de la thérapie manuelle du patient. Quoi. Une sorte de Mmh. truc, voilà, qu'on essaie de soigner avec les mains et que tous les adjuvants qu'on a, mais qu'on fasse les choses sérieusement. Et j'aimerais bien que
qu'il y ait des choses qui évoluent dans la prise en charge des gens aussi. Après, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de demandes et pas assez de thérapeutes, mais qu'on prenne plus le temps de travailler avec les gens. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais... Si, une approche plus tournée vers la thérapie manuelle. Ouais, vers la thérapie manuelle et prendre le temps avec les gens, quoi. Pas faire 3 patients en même temps avec des machines à droite, à gauche et tout ça, et à faire les choses de manière complètement automatique, voilà. Une revalorisation aussi des ça, soins. Et faire le vrai diagnostic kiné, là, c'était une bonne idée, ça, de faire un diagnostic, de dire, tiens, moi, ce que je peux faire pour aider ce patient, pour sa santé en général, c'est ça. Oui. Et le faire manuellement, si possible. Alors après, voilà. Je suis très contre la téléconsultation, ce genre de choses. Je trouve que c'est des hérésies pour moi. Et voilà, quoi. Voilà. Donc finalement, ça rejoint un peu ce que tu fais déjà en Espagne. Tu prends plus le temps. Absolument, oui. J'essaie de faire comme j'imagine mon métier. Oui. Ça, c'est le luxe aussi de travailler dans un pays où tu proposes ce que tu veux aussi. Tu n'es pas obligé de rentrer dans des cases. C'est le luxe de repartir de zéro, effectivement, aussi, que j'ai eu. Et tu as bien raison de dire que c'est un luxe, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ça. Donc, voilà, je suis conscient de ma chance. Et voilà. Et bon, dans 10 ans, tu te vois toujours en Espagne? Tu sais pas. Oula, ça c'est une question qui est plus difficile. Je dirais que la vie est longue, on verra bien. Pour l'instant, je suis bien là où je suis. Après, il peut se passer tellement de choses dans une vie que c'est difficile de répondre à cette question. Je ne sais pas. Je vais vous dire joker. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était merci à toi. Vraiment génial comme échange. Et puis, merci pour ta participation. Écoute, j'espère que je te souhaite tout le succès du monde. Et voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel@gmail.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi_podcast.